Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous, bienvenue dans Y a pas d'âge, votre rendez-vous feel good tous les dimanches jusqu'à 13h avec plein de nouvelles rubriques, des conseils, des astuces pour vous faciliter la vie. Et aujourd'hui, Catherine au sommaire. Y a pas d'âge pour oser en parler. Vous avez une petite retraite? Eh bien, restez avec nous, on va vous donner toutes les aides auxquelles vous avez droit pour gagner un petit peu d'argent. Et il n'y a pas d'âge pour se débarrasser de ces petites taches sur le visage qui nous pourrissent la vie. On vous donne toutes les solutions avec notre experte beauté. Il n'y a pas d'âge pour travailler, vous savez. Tricoter, vous savez que le tricot est à la mode, vous avez 45 ans et plus. On va vous faire découvrir une société qui, fort de son succès, cherche des mamies à embaucher. Et ça va aussi vous intéresser si vous voulez en plus, évidemment, offrir un tricot à Noël. On voit bien ça, tiens. Ben oui, il n'y a pas d'âge pour s'instruire. De plus en plus de retraités fréquentent les bancs des universités pour continuer à s'instruire et pour se faire des copains plus jeunes, disons-le. On s'instruit et on garde du lien social, c'est dans un instant. Il n'y a pas d'âge pour s'évader. Vous avez un peu de temps libre, vous voulez vous offrir un petit voyage à couper le souffle. Restez avec nous, on vous emmène en Norvège, coutume, fjord, besoin de nature. Vous allez voir, il y a de quoi faire. Il n'y a pas d'âge pour pousser un coup de gueule contre la fermeture des services d'urgence la nuit dans beaucoup d'hôpitaux à travers la France. L'invité qui ne fait pas son âge est cette semaine l'ancien meilleur gaucher du tennis français, numéro 5 mondial et jeune soixantenaire, Henri Lecomte, qui nous fera découvrir son nouveau livre de confidences. Balle-Neuve. Et je vous ferai découvrir mon coup de cœur ludique de la semaine, un jeu de société musicale pour jouer en famille de 12 à 126 ans. Oh ben ça va, c'est large. C'est large. Sud Radio, y a pas d'âge. Pas d'âge pour oser en parler. Selon la CNAV, 1,7 million de retraités devraient bénéficier d'une revalorisation d'ici septembre 2024. Donc, une retraite minimale brute à 85% du SMIC, soit 1 200 € pour tous les salariés ayant eu une carrière complète. Mais alors concrètement, cette augmentation concerne combien de personnes? Quid de la retraite complémentaire? Quels sont nos droits pour améliorer nos petites retraites? On en parle avec Laurence Ledren. Bonjour Laurence. Bonjour à tous. Bonjour Laurence. Laurence, responsable des droits et retraites pour le magazine Notre Temps. Alors aujourd'hui, on en est où Laurence? C'est toujours compliqué quand on parle de retraite. Si on a une petite retraite, est-ce qu'on peut l'améliorer? Est-ce qu'on peut par exemple gagner des trimestres en plus? Oui, c'est vrai que c'est toujours compliqué, mais il y a quand même des bonnes nouvelles. En octobre, plus de 500 000 petites retraites de base ont été augmentées. Alors, elles sont loin d'atteindre 1 200 €. 1 200 €, c'était un exemple donné par le gouvernement. Il comprenait 350 € de retraite complémentaire et 847 de retraite de base. Et c'est ce 847 € par mois qui constitue une sorte de minimum de retraite de base. D'accord. Ça s'appelle d'un nom un peu compliqué le minimum contributif majoré, et ça a été augmenté de 100 € en octobre pour passer à 847. Okay. Le problème, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas le droit à ce minimum. Pour en bénéficier et donc avoir cette hausse de 100 €, il faut avoir tous ces trimestres et tous ces trimestres cotisés acquis par le travail. Si ce n'est pas votre cas, eh bien ce minimum est réduit en proportion. Okay. Et si vous avez moins de 120 trimestres, vous passez complètement à côté de cette hausse de 100 €. D'ailleurs, sur les 500 000 personnes qui ont vu une première augmentation, la moyenne est plutôt de 50 €. D'accord. Alors, justement, Laurence, l'ASPA, qui est l'allocation de solidarité aux personnes âgées, n'est pas systématiquement attribuée aux retraités. Pourquoi, dans un premier temps? Et puis surtout, qu'est-ce qu'il faut pour y accéder? Alors, l'ASPA, c'est quelque chose qui vient compléter vos revenus, que vous ayez une retraite ou pas. Ce n'est pas automatique et c'est dommage parce que les informations à fournir sont assez compliquées. Il faut déclarer toutes ses ressources, ses revenus, ses placements et même les placements de son conjoint, qu'on soit marié ou pas. Il y a aussi quelque chose à savoir, c'est que l'ASPA, ça s'appelle aussi le minimum vieillesse. Ça peut être récupéré sur votre héritage si celui-ci dépasse 100 000 €. Donc on comprend un petit peu pourquoi ce n'est pas automatique, parce qu'il y a des conséquences. Ça porte les ressources des personnes. Par exemple, une personne seule, ça va porter ses ressources jusqu'à 961 €. Ça sera 1 000 € l'an prochain. Si vous êtes deux, ça peut porter vos revenus jusqu'à environ 1 500 €
pour un couple. Donc c'est à la fois assez peu, mais c'est pourtant un dossier assez compliqué à constituer. Il ne faut pas hésiter à le demander. Il y a en fait malheureusement sur toutes les personnes qui pourraient bénéficier de l'ASPA, il n'y a que la moitié qui font la demande, et c'est vraiment dommage parce que c'est quand même une aide qui est importante pour les personnes qui ont de toutes petites ressources. Vous pouvez la demander à votre caisse de retraite qui vous verse votre pension personnelle, votre caisse de retraite qui vous verse votre pension de reversion si vous en avez une, et même si vous n'avez aucun droit à la retraite, vous pouvez aller à la mairie pour la demander. Alors justement, vous parlez de la pension de reversion. Tout le monde n'y pense pas. Hein. C'est vrai que quand on a perdu malheureusement son conjoint, on a droit à cette pension de réversion. Est-ce que il y a des cas où on n'y a pas droit, ou est-ce que c'est systématique la pension de réversion? Non. Là aussi, il y a des règles malheureusement un petit peu compliquées. Alors la première chose à savoir, c'est que la pension de réversion, elle est accessible seulement aux personnes qui sont mariées. Si vous êtes pacsé, vous n'y avez pas le droit. Donc c'est accessible aux personnes qui sont mariées, devenues veuves, même si elles sont divorcées d'ailleurs. Mais si vous êtes pacsé ou en union libre, vous n'avez pas le droit à la réversion. Ça permet de recevoir entre la moitié et 60% de la retraite de son conjoint décédé. Ce n'est pas automatique et du coup, on peut peut-être passer à côté de certains droits parce que maintenant, il arrive évidemment que les personnes aient des carrières assez compliquées, elles cotisent à plusieurs caisses, donc on peut parfois oublier de demander la pension de réversion de son conjoint pour une partie de sa carrière. Moi, ce que je conseille, si on y a le droit, c'est de faire sa demande sur le site inforetraite.fr. C'est un sujet aussi qu'on aborde aussi souvent dans le magazine Notre Temps. Donc, vous trouverez des infos dans notre magazine et sur le site notretemps.com. Il y a aussi des conditions de ressources. Donc, pour la retraite de base, par exemple, il y a des conditions de ressources. Il n'y a pas forcément droit si on a un revenu qui dépasse. En revanche, si on est fonctionnaire ou pour la pension complémentaire des salariés, là, il n'y a pas de conditions de ressources. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser. Bon, très bien. Et alors, d'une manière générale, Laurence, pour conclure, qui doit-on aller voir pour être sûr de percevoir tous ces droits et toutes les aides auxquelles on a le droit? Parce qu'il y a d'autres aides, il y a des aides au logement, il y a plein de petites aides qu'on ne connaît pas et qui peuvent dépendre de régions, dépendre de plein de choses. Voilà, et chaque situation est différente. Donc. Tout à fait. Alors, premier conseil, si vous n'êtes pas encore à la retraite, moi je vous invite, si vous avez une carrière un petit peu compliquée avec des changements, des passages à l'étranger, profitez du fait que tout le monde a le droit à un entretien personnalisé et gratuit sur sa retraite à partir de 45 ans. On peut appeler sa caisse de retraite, faut parfois être un peu patient, mais ça vaut le coup, si on a une situation un petit peu complexe, de demander cet entretien gratuit. Sinon, rendez-vous aussi dans les maisons France Service. Je ne sais pas si vous connaissez ces maisons qui sont quand même assez nombreuses maintenant dans pas mal de villes, qui rassemblent toute une série de services publics et qui peuvent vous renseigner sur tous vos droits, la retraite et le reste. Donc on le redit, France Service. Voilà, les maisons France Service. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les CCAS, ce sont les centres communaux d'action sociale de votre mairie. Et là, il y a des assistantes sociales, des assistants sociaux qui peuvent vous aider. Je redis aussi toujours de regarder bien, toujours pour le côté retraite, parce que ça va pouvoir déclencher d'autres aides au moment venu. Le site inforetraite.fr. Et puis, de façon générale, les sites internet de vos retraites, il ne faut pas hésiter à les apprivoiser petit à petit. La première fois, ça peut sembler un petit peu obscur, mais il ne faut pas hésiter à y retourner. Bon, génial. Super. Écoutez, merci énormément, Laurence Ledren, d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes responsable des droits et retraites pour le magazine Notre Temps et on va suivre tous vos conseils. Et à très vite, Laurence. À bientôt, merci. Laurence. Merci beaucoup. Vous en trouverez beaucoup dans notre journal ce mois-ci. On n'y manquera pas. On n'y manquera pas. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, il n'y a pas d'âge pour être en forme et se débarrasser de ces petites taches sur le visage qui nous pourrissent la vie. Masque de grossesse, taches de vieillesse. Vous inquiétez pas, il y a des solutions. Et puis, il n'y a pas d'âge pour travailler. Vous savez, vous aimez tricoter, vous avez 45 ans et plus, eh bien, on va vous faire découvrir une société qui, fort de son succès, cherche des mamies à embaucher pour tricoter toute l'année des pulls magnifiques. J'ai intérêt à me faire un pull pour Noël, sinon ça va pas aller. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente
Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge comme chaque dimanche entre midi et 13h sur Sud Radio. Dans un instant, Y a pas d'âge pour travailler. Vous savez tricoter ? Le tricot n'a jamais autant été à la mode. Eh bien, on va vous faire découvrir une société qui, fort de son succès, cherche des mamies de plus de 45 ans à embaucher. Et tout de suite, dans Y a pas d'âge pour être en forme, vous nous parlez des taches sur le visage aujourd'hui, je crois. Ariane, ces taches qui nous pourrissent la vie. Non, les tâches qui nous concernent tous à un moment ou à un autre, parce que si on prend trop de soleil, si on avance en âge, si on est en période de grossesse, c'est vrai que ces petites taches marron, elles sont vite disgracieuses car elles peuvent être de taille assez importante et complexer plus d'une personne. Alors Ariane Goldet, bonjour. Oui, bonjour à toutes. En tant qu'experte beauté, vous allez nous dire d'où elles viennent, ces petites taches. Écoutez, c'est très simple, c'est une zone de peau qui est hyper pigmentée. Vous avez un excès de mélanine et la mélanine, c'est le pigment du bronzage. Alors ça s'accumule. Il y a deux types de taches, il faut bien faire la différence. Vous avez les petites taches qu'on appelle les taches de vieillesse ou les taches de soleil ou les fleurs de cimetière, comme disent nos grands-mères. Elles sont rondes sur le visage, les mains, le décolleté et causées par l'exposition prolongée au soleil, la pollution et l'âge. Puis vous avez autre chose plus compliqué, c'est le mélasma ou encore appelé le masque de grossesse, à tort parce qu'il peut apparaître à d'autres moments de la vie qu'à la grossesse. Et ce sont des zones d'ombre beaucoup plus importantes sur le visage, symétriques par rapport au nez. Et très souvent, vous avez ça au-dessus de la lèvre, ça fait comme de la moustache. On croit que c'est suite à une épilation à la cire. Eh ben, pas du tout, c'est un mélasma. Ça, c'est pas drôle. Alors justement, Ariane, est-ce que ces taches brunes sur la peau peuvent s'effacer et est-ce qu'on peut les éviter ? Alors, les éviter, oui, en partie, en limitant les expositions au soleil ou en se protégeant du soleil. Maintenant, on peut aussi les atténuer et pour ça, il y a des traitements. On va le plus souvent chez le dermatologue ou le médecin esthétique. Alors, quand on parle du masque de grossesse, Ariane, mélasma, la cause est hormonale, on est d'accord. Mais toutes les femmes ne vont pas le développer. Alors, est-ce que ça veut dire que si elles ne le développent pas pendant la grossesse, elles peuvent le développer après, a posteriori ? Alors, je dois vous dire quand même qu'on a très longtemps pensé que c'était hormonal. Or, il semblerait à tort. Ah, ça c'est une première chose. Le mélasma de grossesse, vous avez un masque de grossesse uniquement dans 20% des grossesses. C'est pas systématique. D'accord. Bon. Ensuite, le mélasma va toucher 1% de la population et 90% des femmes. Oui. Donc c'est quand même des Encore taches une qui sont injustice. invalidantes, qui apparaissent entre 30 et 40 ans et au moment de la ménopause. Mais on ne pense pas que ce soit lié vraiment aux hormones et surtout pas, comme on l'a dit, à la prise d'hormones à la ménopause ou à la pilule quand on est plus jeune. Bon, et alors Ariane, maintenant pour aller dans le concret, qu'est-ce Pour qu'on... enlever les taches. Alors, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever les taches brunes qui sont dues au soleil, par exemple ? Alors, les taches brunes qui sont dues au soleil, pour ça, vous avez, si elles viennent d'apparaître, elles sont encore légères, marron clair, vous avez ce qu'on appelle des dépigmentants. Vous les achetez en pharmacie, le plus souvent. Le numéro 1 en pharmacie du dépigmentant est Vino Perfect Caudalie. d'accord. C'est quand même le numéro 1. Ensuite, si c'est plus important, etc., vous avez chez le dermato. Alors, le dermato, il vous donne, soit il vous fait des peelings, soit il fait du laser anti-tache, soit il fait de l'azote liquide, soit il peut faire aussi d'autres types de peelings. Il faut aller le voir parce que c'est en principe le nombre de taches, l'intensité, c'est à lui de voir. Alors, j'ai une question sur le laser. Parce qu'il paraît que ça fragilise quand même pas mal la peau. Est-ce que c'est pas finalement avec le temps une mauvaise idée ? Non, le laser, ça peut être bien, ça vous fait une croûte pendant 8 jours, mais si vous vous remettez au soleil, ça revient. Ça, c'est... Mais tous les traitements, ça revient. Très rapidement, Ariane, est-ce qu'il y a d'autres crèmes intéressantes à utiliser si on a des taches ? Alors, il faut porter des écrans, aussi bien l'hiver que l'été. Et l'écran total n'existe pas, vous m'avez dit. Non, alors l'écran total n'existe pas parce qu'il n'y a pas d'écran total. Donc il faudrait aller dans une cave. D'accord. Il faut prendre un alors, écran 50 et plus. Donnez-nous des marques de crème. Alors des bacs de crème. Alors vous avez par exemple UVA City Clarins qui est à 50 mais qui se porte très bien. Vous avez Mesoesthétique dans les 50 et puis vous avez aussi Isdin qui fait une crème teintée indice 50. Alors moi je suis
Fanat, ce genre de truc. Ouais. Et vous avez, pour l'hiver un peu moins, vous en trouvez partout. Vous demandez une crème hydratante 2 jours avec un indice de protection. Celle-ci, c'est Kiko, c'est pas cher du tout. Et c'est 30 SPF 30. Très bien. Ouais, très bien. Bon, Ariane, merci, on est sauvés là. On va pouvoir aller au soleil. Et maintenant, David, vous allez nous parler d'une belle initiative pour donner du travail aux mamies. Aux mamies, en effet, Catherine. Alors aujourd'hui, dans Il n'y a pas d'âge pour travailler, je vais vous faire découvrir un gang de mamies tricoteuses. Ces incroyables mamies ont entre 50 et 80 ans et elles sont installées partout en France. Et au sein de la société Les Mains de Mamie, elles tricotent pour nous des pulls. Pour en parler et vous convaincre, peut-être d'égayer votre vie si vous aimez tricoter et rejoindre ce gang de mamies et cette super société, nous avons aujourd'hui avec nous sa fondatrice Aurélie de Barros et une as du tricot, Mamie Jo. Bonjour Aurélie. Bonjour à toutes les deux. Bonjour à vous. Bonjour Mamie Jo. Bonjour tout le monde. Alors Aurélie, comment est née l'idée de fonder la société Les Mains de Mamie et de donner du travail à toutes ces femmes ? Il est né de l'idée de ma grand-mère qui est paternelle, qui a Alzheimer depuis 2016. Lors de cet événement, en fait, je me suis dit qu'il était important de continuer la transmission justement avant que les maladies arrivent et d'éviter l'isolement de nos aînés. Donc en septembre 2019, j'ai créé Les Mains de Mamie qui avait pour objectif de resserrer les liens intergénérationnels avec des ateliers. Mais le Covid est arrivé, les ateliers de tricot, de broderie ont dû s'arrêter et on a basculé sur des collections pour continuer à s'occuper, à rester valorisé, à continuer de valoriser nos mamies. Et donc aujourd'hui, la collection est un succès, donc on a plus de 100 mamies sur toute la France. Ah, et quel est le profil des tricoteuses que vous recherchez alors Aurélie ? Alors les tricoteuses, aujourd'hui on a de la chance, c'est qu'elles nous écrivent d'elles-mêmes, mais c'est plutôt des femmes qui sont jeunes retraitées, qui ont envie de choisir de se faire un complément financier et de participer à un projet collectif, puisqu'il y a les collections où on tricote de chez soi, mais on continue les ateliers, on fait des shootings photos, des interviews comme aujourd'hui, on fait des séances de yoga, on fait beaucoup de choses, on rencontre les jeunes aussi à travers les réseaux sociaux. Donc voilà, du coup... Très actif. Oui. Et alors, Mamie Jo, puisque vous nous faites l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, vous faites partie de ce gang de mamies tricoteuses. Qu'est-ce que vous apporte ce travail et qu'est-ce que vous avez trouvé au sein de cette société ? Alors, qu'est-ce que m'apporte ce travail ? D'abord, je voudrais dire une petite chose, préciser quelque chose, c'est que pour moi, tricoter, c'est pas un travail, c'est d'abord une passion. C'est une passion que m'a transmise ma mère, ma grand-mère. Bon, il est vrai que pendant quelques années, je l'ai mise de côté, parce que elle a vie active, tout simplement. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte, on me donne l'occasion de mettre en valeur ce savoir-faire et ce bel héritage. Et puis, je voudrais dire une deuxième petite chose, c'est que pour moi, travail, c'est égal à salaire. Mais nous les grands-mères, nous sommes pas salariés, nous sommes des retraités, nous sommes des auto-entrepreneuses. Et comme le disait Aurélie, cette activité, en dehors du plaisir qu'elle nous procure, elle nous permet aussi de gâter nos petits-enfants. Ah, voilà. Elle nous apporte un complément. Voilà, parce que vous tricotez pour qui ? Justement, on tricote là pour des clients, mais à l'origine, on tricotait pour nos petits-enfants aussi, pour nos enfants. Et aujourd'hui, ce complément financier, ça nous permet aussi de les gâter, de voyager un petit peu plus, de nous offrir des petits restos, de se dire, et puis vous vous rendez compte, se dire que ce sont nos mains, en tricotant tout simplement, qui nous ont permis tous ces petits extras. Mais vous vous rendez compte, la fierté ? Moi, je dirais que les mains de mamie, c'est très valorisant. Elles m'ont apporté... je dirais une nouvelle dynamique dans ma vie. Génial. Vous tricotez combien de pulls par an, Mamie Jo ? Grosso modo, on va dire une petite vingtaine. On va dire qu'il faut à peu près entre 10 et 20 heures pour la confection d'un pull. Ça dépendra aussi du modèle, de la complexité des points. Et on a à peu près une vingtaine de jours pour terminer l'ouvrage. Ça veut dire que sur 10 mois, ça nous fait une vingtaine de pulls par an. Alors, si nos auditeurs veulent commander quelque chose, alors comment ça se passe ? Combien de modèles, de combinaisons de couleurs vous proposez ? Il y en a tout un tas. Alors par contre, moi, je ne suis que l'auto-entrepreneur. Oui, alors Aurélie, on va demander ça à Aurélie de Barros. Aurélie. Si les personnes souhaitent commander un pull pour les fêtes de fin d'année fait par nos mamies, il faut directement se rendre sur le site lesmainsdemamie.com. Elles peuvent choisir soit des modèles standards que nous proposons et que nous designons, soit des modèles, il y a un service de personnalisation où elles peuvent s'amuser avec les couleurs et les longueurs pour faire le pull sur mesure dont elles rêvent. Et là, il faut combien de temps ?
C'est toujours pareil, on travaille bien le design en amont, toujours une dizaine d'heures pour de confection. Et le client attend une vingtaine de jours de l'autre côté. C'est du surcommande, comme ça il n'y a pas de gaspillage et personne qui tricote pour rien. Eh ben génial, merci beaucoup Aurélie de Barros et Mamie Jo pour nous avoir fait... C'est une très belle initiative. Vraiment merci de nous avoir fait découvrir... Je peux juste rajouter une petite chose. Si vous permettez, je voudrais dire aussi à toutes celles qui écoutent l'émission, bon, elle n'a pas été très longue, on n'a pas pu parler, s'exprimer très longtemps, mais si elles sont séduites par l'idée, si elles ont envie de nous rejoindre, nous, Super Mamie Gang et Man Mamie, ben, qu'elles n'hésitent pas à contacter Aurélie. Ici, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'obligation, ce n'est que du bonheur. Nous décidons d'accepter ou de refuser les pubs. Eh ben merci. On va s'arrêter parce que sinon on va parler pendant des heures. Merci beaucoup Mamie Jo. Excellent porte-parole. Merci. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant il n'y a pas d'âge pour s'informer, être un éternel étudiant, suivre des cours à 70 ans, 80 ans. Eh bien ça entretient la jeunesse et le lien avec les autres. Et dans il n'y a pas d'âge pour s'évader, si vous avez envie de nature, on vous emmène en Norvège. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge, comme chaque dimanche, entre midi et 13h sur Sud Radio. Dans un instant, Y a pas d'âge pour s'évader. Vous avez un peu de temps libre, mon cher David. Oui. Vous voulez vous offrir un joli voyage ? Oui. Eh bien, restez avec nous, on vous emmène en Norvège, amoureux des grands espaces, vous allez être servi. Et puis vous découvrirez notre coup de cœur ludique de la semaine, un jeu de société musical pour jouer en famille de 12 à 126 ans. Mais tout de suite Catherine, il n'y a pas d'âge pour s'informer ou plutôt pour étudier ? Absolument, il n'y a pas d'âge pour reprendre ses études. En effet, de nombreux seniors reprennent le chemin de l'université quand l'heure de la retraite sonne, et parfois même à 70, 80 et plus. Les contraintes professionnelles sont passées, la volonté de faire renaître une passion ou un intérêt dans un domaine particulier, tout en créant un lien social. Est-ce que ce ne serait pas ça, la recette du bien vieillir ? Bonjour Serge Guérin. Bonjour. Bonjour. Alors Serge, vous êtes sociologue, spécialiste des questions liées aux seniors. Est-ce que retourner sur les bancs de la fac, c'est une demande, vous avez l'impression, qui s'accroît en ce moment ? Oui, tout à fait. Il y a deux raisons, on pourrait dire d'une certaine manière. Il y a ceux qui ont envie simplement de s'occuper, de découvrir autre chose, qui ont de la curiosité, qui depuis très très longtemps avaient envie, je sais pas moi, de mieux connaître l'histoire, d'apprendre une langue étrangère, que sais-je encore. Et donc ils y vont un peu pour le plaisir. Alors il y a les universités de tout âge, il y a à peu près 800 000 seniors qui les suivent tous les ans. Énorme. Donc là c'est énorme quand même. Et on choisit son sujet, on y va, on croise généralement aussi d'autres personnes plus ou moins âgées. Et puis c'est un enseignant ou à la retraite ou un enseignant ou quelqu'un qui connaît très très bien son sujet. Et puis il y a ceux qui ont envie, presque un peu une revanche, un petit quelque chose, qui disent tiens, mes enfants, mes petits-enfants ont le bac, moi je l'ai pas. Et si je passais le bac par exemple, ou bien j'aimerais bien avoir un vrai diplôme. Parce que, pareil, mes enfants, mes petits-enfants ont des vrais diplômes, et moi, dans la famille, je suis le seul à pas en avoir. Et comme on dit beaucoup, maintenant, tout le monde est diplômé, et ainsi de suite, il y a aussi ce petit plaisir, ce petit challenge. Et puis, ce que vous disiez, mais c'est absolument vrai, me bien vieillir, c'est quoi ? C'est un peu d'activité physique, si possible, une nourriture, une alimentation de qualité, et du lien social, et faire tourner son cerveau. Et bien, finalement, en allant à l'université, tout âge, et autres, si en plus, vous y allez en vélo, si après, vous mangez bien, mais c'est génial pour bien vieillir. On a tout ça. Voilà, vous avez tout d'un coup, d'une certaine manière. Absolument. Alors justement, vous le dites, Serge, suivre des cours, c'est évidemment bon pour le cerveau, mais c'est fréquenter des étudiants plus jeunes que soi et des profs. Est-ce que c'est pas surtout finalement un formidable moyen de conserver ou de créer un lien social capital à cette étape de la vie ? Oui, tout à fait. Je me souviens, quand j'étais prof à Lyon, j'avais un cours sur les médias. Et beaucoup les jeunes tenaient tout ça, mes étudiants, mais ça s'était su que le cours était un peu sympa et tout ça. Et j'ai vu arriver un certain nombre de gens âgés, et leur plaisir, c'était à la fois de comprendre ce qui se passait, l'évolution des médias, et en même temps de discuter avec des gens plus jeunes. Et donc, en effet, c'est ça. C'est aussi, je me confronte à d'autres générations, je découvre les sujets, y compris d'ailleurs les manques. Voilà. Et du coup, ça me permet aussi de me rajeunir d'une certaine manière. Et puis toujours pareil, c'est le lien social. Que j'aille à l'université
ou que j'aille dans les universités tout âge, où là les gens ont plutôt à peu près le même âge, enfin le même âge, ça va entre 60 et 100 ans, quoi. Hein. Oui, ça fait quand même aussi plusieurs générations. Et du coup, je me confronte quand même avec d'autres. Et donc c'est aussi le plaisir de rencontrer d'autres personnes. Et puis c'est aussi une lutte contre l'isolement, quand même un des risques majeurs post-retraite. Puis c'est vrai qu'en France, on a trop souvent l'impression, je trouve, que le terme senior dérange. Nous, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est lancé dans cette émission. On a créé cette émission Il n'y a pas d'âge. Parce que c'est vrai qu'on a un peu l'impression que les seniors sont un peu stigmatisés, qu'on les met un peu facilement au rebut. Or, plus de 60 ans, c'est jeune de toute façon. On a du mal, c'est vrai, à faire bouger les choses en leur faveur. Est-ce que favoriser justement cet élan, continuer à s'instruire en allant à la fac, suivre des formations, ce ne serait pas un bon élément déclencheur pour changer le regard de la société sur nos aînés? Mais vous avez parfaitement raison. Ne serait-ce que des plus jeunes qui découvrent que, ah bah tiens, il y a le monsieur, il a 72 ans et il apprend. Ça change le regard. Telle ou telle langue, par exemple. Voilà. Comment elle s'appelle? Denise, elle a 77 ans, elle s'intéresse à l'histoire. Ah bon? Enfin voilà, oui bien sûr, ça aide à changer des deux côtés. Ou même, moi j'ai un master où j'ai j'ai eu des étudiants qui avaient plus de 60 ans. Et donc évidemment, c'est aussi un partage avec des étudiants qui ont 22, 25 ans et qui leur disent, bah oui mais attends, la vie elle est pas tout à fait comme ça. Donc chacun aussi apprend l'autre. Et c'est vrai que ça aide quand même à faire évoluer les représentations, on pourrait dire, à rajeunir le regard sur les seniors. Ça, c'est une très belle phrase, Serge Guérin. Effectivement, il est important à n'importe quel âge d'apprendre l'autre. Allô ? Oui, pardon. Alors, Serge, vers quel genre d'études rapidement se dirigent nos aînés? Quels sont les secteurs et les sections? Vous avez un élément absolument majeur qui sont les langues étrangères. Souvent, les gens âgés n'ont pas eu des très bons profs voilà, et donc sont pas très très bons et se disent j'aimerais bien quand même et c'est des langues souvent basiques, type l'anglais, l'espagnol, puis certains ils ont envie d'une langue un peu plus compliquée. Ça c'est vraiment l'élément majeur. Deuxième élément, tout ce qui est artistique. J'ai toujours une anecdote. C'était à Bordeaux, je me souviens d'une personne qui avait à peu près 80 ans. Elle enseignait, elle dirigeait le cours. Elle me disait mais moi j'ai été comptable toute ma vie parce que mes parents, je voulais être peintre. Puis mes parents m'avaient dit soyez non, la peinture c'est risqué et tout. C'était souvent le cas. Bah oui. Donc il s'est ennuyé, pour pas dire autre chose, à faire de la compta toute sa vie. Il me dit le jour où j'arrive à la retraite, mais le lendemain, j'étais avec mes pinceaux pour apprendre à faire de la peinture. Et 20 ans plus tard, c'était lui le prof. Eh bien écoutez, on va se quitter sur ce mot. Merci beaucoup Serge Guérin. Merci Serge. Et je rappelle que vous avez écrit La Silver Economy pour les nuls, une analyse précise sur tous les produits et services destinés à nos aînés. Et maintenant, pour tous ceux que ça intéresse. Et maintenant Catherine, on va parler d'un pays. Alors dans quel pays vous nous emmenez aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, nous partons pour la Norvège, David. Oslo, Bergen, et oui, le soleil de minuit, les aurores boréales, la cuisine, les coutumes. Vous savez qu'il n'y a pas énormément, la densité est faible, il n'y a que 13 personnes au kilomètre carré en moyenne, vous saviez ça? Non, je ne le savais pas, mais je vais y aller pour repeupler. Bonjour Sophie Castano. Bonjour Catherine, bonjour David, bonjour. Merci de votre invitation. Mais nous sommes très très heureux de vous avoir. Vous êtes la spécialiste de la Norvège chez Havas Voyage. Oui. Et je voudrais vous demander si nous devions proposer à nos auditeurs de partir en Norvège, quels sont pour vous les incontournables? Où faut-il aller absolument? La Norvège, c'est très difficile de choisir un endroit incontournable tellement la Norvège est riche en découvertes. La Norvège, c'est un pays de montagnes, de fjords, de lacs, de glaciers. Le littoral norvégien est l'un des plus beaux au monde. C'est vraiment le pays des légendes. À couper le souffle. Exactement. Vous avez de nombreuses villes et villages à découvrir comme Bergen. Là, on rentre dans le pays des fjords. Vous avez Trondheim, qui est l'ancienne capitale des Vikings. Oui. Et les îles Lofoten, par exemple. Alors là, on rentre dans un monde imaginaire. Ici, vous avez dépassé le cercle polaire arctique. Vous avez un contraste de couleurs avec les charmes de petits villages aux maisons colorées, nichés dans des grandes falaises de granit, des plages de sable blanc. C'est vraiment très, très beau. Ah ben c'est magnifique. Est-ce qu'il y a une période plus agréable pour aller en Norvège? L'hiver ou plutôt le printemps, l'été? Est-ce qu'en fonction des saisons, les activités vont être différentes? Alors, la Norvège se visite en toute saison, elles sont bien marquées, et parfois même dans une journée. Il y a un dicton norvégien qui dit « il n'y a pas de mauvais temps, il y a juste de mauvais vêtements ». Alors, c'est vrai, c'est véridique. En automne, vous avez une explosion de couleurs dans les vallées, avec du jaune, de l'orange, du rouge. L'hiver, une grande partie du pays est recouvert de neige, donc là, effectivement, c'est le moment pour le ski, les randonnées en raquettes, les sorties en chien de traîneau, les balades avec les rennes.
nous sommes proches du cercle polaire et l'hiver fait son timide. Donc, voilà, il n'y a pas une obscurité totale, mais un petit peu quand même. Et puis, c'est justement durant ces 2 saisons où on peut profiter des aurores boréales, qu'on peut voir. Magique. Octobre, exactement, octobre à mars. Alors là, c'est un balai céleste lumineux avec des tons qui varient, en fait, suivant les... Ça peut être du vert, du bleu, du rouge, du violet. Enfin, c'est très, très variable. Et puis, l'été, comme le printemps, la nature se réveille, les Norvégiens sortent. Et on peut faire beaucoup d'activités extérieures jusqu'à tard le soir, voire toute la nuit. D'accord. Voilà. Alors, en préparant ce voyage, vous me parliez des coutumes norvégiennes. Alors bon, le costume, on connaît, mais sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques petites histoires? Alors, pour comprendre la Norvège, il faut comprendre les Norvégiens. C'est une population qui est très discrète, chaleureuse mais discrète, et qui est à l'opposé de notre culture française. On se fait pas la bise, par contre on se tutoie rapidement. Ils vont pas venir à vous, c'est à eux d'aller vers vous. Ils ont un immense respect des règles et des lois. Vous verrez jamais un Norvégien qui va rouler à 130 km/h sur l'autoroute alors que c'est limité à 100. Par contre, le peuple norvégien, ça c'est important pour comprendre justement la Norvège. Il est adepte de la culture. Je vais essayer de vous le dire avec l'accent, le friluftsliv. Je vis dans la nature sans la déranger. Les loisirs de nature sont vraiment inscrits dans l'identité nationale et le droit d'accès à la nature est protégé par la loi. Alors ça, c'est important. Alors, Sophie, en termes de prix et en fonction de la période, quel budget il faut prévoir pour pouvoir partir en Norvège? Alors, la Norvège, c'est cher, faut pas se le cacher. Par exemple, vous pouvez partir en court séjour de 4 nuits sur l'hiver pour un séjour polaire avec des activités comme la chasse aux aurores boréales, les sorties en chien de traîneau. Les activités, elles varient à partir de 100 €, 200 €, voire plus. Mais on peut passer quelques jours à Bergen, en court séjour, prendre un train, aller voir les fjords en bateau. Passer quelques jours à Oslo aussi. Enfin, moi, c'est une capitale qui est assez étonnante. Elle est très dynamique. À peu près des prix, s'il vous plaît. À partir de 1 600 €. Après, il faut compter de toute façon une semaine dans les 3 000 € plus ou moins par personne. D'accord, mais c'est une carte postale qu'on garde à vie. Exactement, c'est vraiment extraordinaire. Je pense que pour Noël, on peut soumettre une bonne idée pour nos auditeurs. Noël avec les aurores boréales, ça doit être magnifique. Merci Sophie Castano pour cette immersion norvégienne. Merci. À très bientôt, bonne journée. Et maintenant, David, un petit coup de cœur récréatif et familial. Récréatif et familial. Alors, je suis allé, Catherine, cette semaine. Vous pouvez montrer à l'écran pour nos amis qui nous regardent sur YouTube. Alors, je suis allé cette semaine rendre visite à une amie qui vit dans une maison de retraite. Et quand je suis arrivé, elle était en train de jouer avec ses copines et ses copains à un jeu de société musicale complètement dingue. Ça s'appelle Hitster. Ça vient de Hit. Voilà, de Hit et Stir. Alors, à l'aide de votre smartphone, après avoir installé l'application Hitster, vous allez scanner le QR code figurant sur l'une des cartes du jeu. La chanson qui est sur cette carte va démarrer, vous l'écoutez, vous allez devoir avec l'aide de vos souvenirs trouver son année de sortie. Ensuite, vous allez essayer de la placer tour à tour placer ces hits musicaux tour à tour par ordre chronologique, et il faut en placer 10 sur une timeline. Le premier joueur qui réussit est couronné Hitster. Alors, ce jeu s'articule, écoutez bien, sur 300 chansons, plus connues les unes que les autres. Elles sont sorties sur les 100 dernières années. Donc vraiment, il y en a pour tous les âges. C'est pour ça que je vous dis qu'on peut y jouer jusqu'à 126 ans. Et c'est un jeu qui est complètement dingue. Ça swing, ça donne des parties endiablées teintées de souvenirs. J'ai même entendu, figurez-vous, j'avais une dame qui était à côté de moi, elle entend le morceau de musique, elle a 88 ans. Et je l'entends dire « Ah, ce morceau, je m'en souviens, comme si c'était hier, le 15 mars 1952, mon premier flirt, il s'appelait Pierre. » Alors, je vais vous dire, voilà, donc ça permet effectivement de se souvenir. Donc, grâce à ce jeu intergénérationnel auquel on peut jouer de 2 à 10 joueurs, j'ai passé un super dimanche, du genre boom improvisé. Et alors, donc, voilà. Donc, courez chez votre marchand de jouets, cherchez Hitster des éditions du Jardin. Et c'est un bon moment. Un bon moment en famille ou entre amis. Vraiment, et en plus, ça a l'air d'être très simple. C'est très simple.
Eh bien, merci mon cher David. Et nous, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Et dans un instant, nous vous ferons entendre le coup de gueule que nous avons passé ce matin dans la matinale contre la fermeture la nuit des services d'urgence dans beaucoup d'hôpitaux à travers la France. Et Henri Lecomte, le plus célèbre gaucher du tennis français, sera avec nous, Catherine. Chouette. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Et comme tous les dimanches sur Sud Radio, pour conclure l'émission, nous avons l'immense plaisir de recevoir notre invité du jour. Il s'agit d'Henri Lecomte qui vient de sortir son autobiographie Balle Neuve aux éditions Marabout, David. Bonjour Henri Lecomte. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors Henri, on est très heureux de vous recevoir dans Il n'y a pas d'âge. Et en préambule, je voudrais vraiment vous remercier parce que vous m'avez fait rêver tennistiquement parlant à plusieurs reprises. Votre jeu lors de la Coupe Davis de 91, ça a été pour le jeune joueur de tennis que j'étais à l'époque un encouragement. Voilà. Non, mais vraiment, vous étiez. Enfin, qu'est-ce que je peux vous dire ? Vous étiez magique comme sur un nuage, dans un état de grâce où tout est possible. Et voilà. Et ça, c'était une vraie source de bonheur. Je voudrais savoir, Henri, après avoir lu votre livre, où est-ce que vous nous emmenez justement à travers ce nouveau livre qui est votre 3e, et qu'est-ce que vous avez souhaité nous apprendre sur vous qu'on ne savait pas déjà ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Surtout qu'il y a eu les 2 premiers livres qui n'avaient rien à voir avec celui-ci. Celui-ci beaucoup plus posé, réfléchi. Je ne dis pas que, je ne redis pas les 2 premiers, mais disons que c'était plus sur un petit peu les différentes rencontres aussi, mais ma vie tennistique. Mais aujourd'hui, c'est un livre vraiment avec beaucoup plus de réflexion, d'analyse, aussi de lucidité. Et j'ai voulu partager cela avec, dans ce livre, avec les différentes rencontres qui ont vraiment marqué ma vie, comme Yann Thiriac, comme bien sûr on parle de la Coupe Davis, mais aussi de moi, comment j'ai pu évoluer, comment j'ai pu aussi ressentir les choses. C'est ça qui est important. Il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'honnêteté. Dans ce livre, vous vous livrez sans artifice, vous n'hésitez pas à parler de vos ressentis, de vos émotions, des moments difficiles, et tout particulièrement en 88, que vous qualifiez de descente aux enfers. Est-ce que justement cette année 88 a joué un rôle important dans cette quête de sens et dans l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui ? Bien sûr, vous savez, on apprend plus d'une défaite que d'une victoire, on apprend plus d'échecs que lorsque l'on réussit quelque chose, c'est assez éphémère, ça va très vite et en fin de compte, on perd un petit peu cette notion-là, comme on peut aussi, que ça soit dans n'importe quel domaine, que ça soit dans le monde du sport ou aussi dans le cinéma ou autre chose. Quand on réussit, tout d'un coup, on va dans une autre dimension. Oui. Parfois, on se brûle les ailes, ce qui m'est arrivé aussi un peu. Mais après, lorsque on affronte, ces moments-là, il faut faire une analyse de soi et puis de pouvoir se dire qu'est-ce que je peux faire pour être encore meilleur, plus performant et analyser. Il est vrai que quand on arrive à un certain âge, mon papa me l'avait dit, tu verras mon fils, quand tu auras mon âge, tu feras comme moi. Je dis papa, c'est pas possible, je ferai pas. Après, je pense qu'il faut quand même avoir une ouverture parce que tout le monde n'a pas cette capacité à faire cette introspection et à suivre ce chemin et à tout à coup réaliser en fait ce que l'on est, ce qu'on a envie d'être, et c'est pas si évident. Non, c'est pas si évident, puis c'est surtout quelque chose, parfois on a un petit peu honte, vous savez, il y avait de la honte aussi dans le sens que j'ai arrêté mes études tôt, qu'à un moment, j'ai réussi bien sûr une première vie extraordinaire, et maintenant c'est une deuxième vie qui commence, donc de pouvoir le partager, le retransmettre, l'analyser, et surtout ne pas avoir peur de ce que l'on a fait et d'assumer tout ça. Donc c'est un travail sur soi qui est important, qu'aujourd'hui je fais encore même tous les jours et que je continue à faire parce que c'est beau quoi. Oui. Et si on a pu faire rêver quelques personnes auparavant, c'est magnifique. Alors justement, en ouvrant ce livre, Henri, j'avais l'impression de vous connaître quand même pas mal, et de connaître pas mal de choses à votre sujet. Et en finissant le livre, je me suis aperçu en fait qu'il n'en était rien. J'ai été vraiment surpris sur ça. Pour les auditeurs qui sont avec nous, quelles sont vos 2-3 passions dans la vie, et ça serait quoi votre péché mignon ? On en a tous un péché. On aime bien manger, hein. On aime bien, on est épicurien. Ma passion, bien sûr, le sport. Le tennis, c'est toute ma vie. Aujourd'hui, c'était une de ma vie, et puis ça continue encore parce que on veut partager. Mais et puis après, quand on est bien, on est du schnorr, c'est aussi être aimé, c'est aussi partager. Comme le dit bien Danny Boone dans le film Les Ch'tis, on tue brin 2 fois. Quand t'arrives, quand tu repars.
Et je ressens ça aujourd'hui, franchement, très fort. Parce que j'ai eu cette éducation-là de pouvoir à la maison. Moi, je me souviens, maman, il y avait toujours une assiette pour la personne qui viendra frapper à la porte. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, en plus, de pouvoir, quand on quitte sa maison jeune, on veut être aimé, quoi. Donc, c'était quelque chose de tellement fort et important pour moi que, parfois, voilà. Donc, c'est bien de faire cette analyse-là aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, il y a une phrase dans cette volonté d'être aimé que vous disiez souvent à une époque et qui est vraiment une très belle phrase. C'est dur d'être à la hauteur des espérances que l'on a fait naître chez les autres. Ah bah c'est clair, évidemment. Parce que lorsque l'on a toujours des rêves, moi j'ai toujours un rêve maintenant à 60 ans, un rêve de pouvoir encore aller dans d'autres choses, dans d'autres dimensions, de pouvoir parce que je vous dis partager, peut-être tout petit peu retransmettre l'expérience que j'ai pu avoir. Mais c'est ça qui nous fait avancer. Bien sûr. Lorsque vous avez une personne, moi j'ai la chance d'avoir ma compagne à côté de moi, Maya, qui me dit mais écoute chérie, t'as quand même été 5e mondial, trouve les gens qui ont été 5e dans le monde dans leur domaine. Donc t'as pas de honte à avoir. Mais c'est vrai ça, et c'est bon pour tout le monde. Dans n'importe quel domaine, il faut y croire, il faut y aller, il faut jamais rien lâcher. Et puis c'est sûr que le soleil va venir, mais c'est facile à dire. Hein. Après, il faut travailler. C'est sûr. En tout cas, c'est un très beau livre, écrit avec beaucoup d'humilité. Et justement, la question que je me posais, c'est, compte tenu de votre parcours, si vous deviez rencontrer en face de vous le petit Lecomte des années 85, qu'est-ce que vous auriez envie de lui poser, de lui dire? Comment vous pourriez l'aider peut-être sur son évolution? Je continue, fonce, crois en ton étoile, ta passion, fais attention. Je dis fais attention, bien sûr qu'on me le dit, mes parents me l'ont dit, des personnes me l'ont dit, mais on doit aussi vivre sa propre expérience, on ne peut pas revenir en arrière. Sûr. Mais il est vrai qu'on peut, surtout aujourd'hui, peut-être faire plus attention à la préparation physique, parce que ce n'était pas le cas dans les années 80, parce qu'aujourd'hui, on est capable de vraiment scanner un corps humain pour qu'il aille vraiment. Regardez Djokovic, ce qu'il fait aujourd'hui à son âge. Moi, j'ai arrêté à 33 ans, c'est jeune quand on y pense, mais pour notre génération, c'était un peu plus âgé. Donc voilà, par rapport à ça. Mais ce qui est important, et ça, je veux vraiment le dire à tout le monde, c'est que allez dans vos rêves, quoi. Allez-y, foncez. Lorsqu'on a une passion, lorsqu'on a le potentiel pour le faire, allez-y. La vivre. Et le vivre, c'est exceptionnel. On a tellement de gens, regardez, qui étaient parfois des traders, qui sont devenus des humoristes, ou le contraire. Ils vivent leur passion. Et c'est ça qui est beau. Moi, mon rêve, c'est d'avoir mon émission de radio, par exemple. On va se quitter sur ce conseil qui est très beau, Henri. Et puis pour l'émission de radio, on va vous faire venir en direct avec nous et on va faire ça à tout. Ouais, ce sera sympa. Voilà, vraiment, merci énormément. Juste en un mot, le joueur de tennis qui vous fait vibrer aujourd'hui. Il s'est arrêté. C'était James Bond, c'est Roger. Oui. Mais un nouveau, un que je connais pas, un nouveau. Un nouveau. Vous savez, vous avez Alcaraz qui est assez exceptionnel, qui est un joueur, malheureusement il a perdu assez tôt, mais sinon on rêverait d'avoir un petit Français qui nous fasse quelque chose quand même. Arthur Fils. Absolument. Arthur Fils. Merci beaucoup Henri Lecomte, à très vite. Merci Henri, à très bientôt. Merci. Et alors pour vous découvrir et vous comprendre et vivre de l'intérieur cette incroyable épopée de la Coupe Davis de 91, plongez-vous dans le livre d'Henri, Balle neuve aux éditions Marabout. À bientôt. À bientôt. Bonne semaine à tous et on se retrouve dimanche prochain, Catherine. Oui, à partir de 7h49 dans la matinale avec Jean-Marie Bordry et ensuite, mon cher David. Et ensuite avec Il n'y a pas d'âge à partir de 12h, voilà, parce qu'il n'y a pas d'âge. On sera au pour rendez-vous. Faire plein de belles choses. Passez tous une bonne semaine. Bon dimanche à tous. Ciao. Sud Radio, Il n'y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.